Bienvenue à ce webinaire où vous êtes plus de 500 personnes inscrites. Vos micros et caméras ont été volontairement coupés pendant ce webinaire, mais vous pouvez d'ores et déjà poser vos questions dans le fil de discussion. Nous y répondrons sur la seconde partie de la séance. Quelques mots introductifs afin de vous accompagner au mieux dans l'optimisation de la pharmacothérapie des patients âgés. Le CR3PA, le CHU de Lille, le PSM de Caen, le CHU d'Amiens-Picardie, l'Omédito de France et l'Omédite Normandie vous proposent des webinaires de formation sur différentes thématiques de gérontopsychiatrie. Le premier webinaire a eu lieu l'année dernière, en juin 2024, sur la prise en charge médicamenteuse par antidépresseurs. Et aujourd'hui, nous allons nous focaliser sur la thématique des antipsychotiques chez les personnes âgées dans le cadre des troubles neurocognitifs et du syndrome confusionnel. À noter que cette thématique est scindée en 2 épisodes. L'épisode 2 aura lieu le jeudi 24 avril sur le même horaire et vous aurez aujourd'hui en fin de séance le lien d'inscription vers ce second épisode. Cette formation, elle est animée par les intervenants listés ici à l'écran qui exercent à la fois en région Hauts-de-France et en Normandie. Au cours de ce webinaire, nous aborderons quelques éléments de contexte et des définitions. Puis, au travers d'un cas clinique, nous aborderons la place des antipsychotiques dans les stratégies de traitement pharmacologique chez la personne âgée. Nous ferons également un point sur les interventions non médicamenteuses. Et nous aurons, comme je l'ai précisé, un temps de questions-réponses sur les dernières 20 minutes de ce webinaire. Donc, vous pouvez dès à présent poser vos questions dans le fil de discussion. Bonjour à tous, on va commencer par quelques éléments de contexte et des définitions. Alors tout d'abord, un petit peu d'épidémiologie des maladies neurocognitives. Alors en France, 1 200 000 personnes sont atteintes de maladies neurocognitives, ce qui représente une personne sur 3 pour les plus de 90 ans. Donc on a une prévalence de 2% pour les plus de 65 ans et de 42% chez les plus de 90 ans. La source, c'est l'OCDE. Et alors, donc, les troubles du comportement avec l'agitation, l'agressivité, les hallucinations et les autres symptômes neuropsychiatriques sont courants chez la personne âgée en présence d'un état confusionnel ou d'une démence, donc les troubles neurocognitifs, leur nouvelle appellation. Dans la pratique ambulatoire ou en institution, les antipsychotiques sont utilisés chez la personne âgée lors d'états d'agitation, de psychose, de troubles du comportement avec opposition, agressivité, anxiété et troubles du sommeil. Et en fait, compte tenu de la iatrogénie importante liée aux antipsychotiques et du risque plus élevé en cas d'utilisation prolongée, notamment chez la personne âgée, ce qui nous intéresse aujourd'hui, la notion de déprescription des antipsychotiques va s'avérer être un enjeu de santé. Donc, on va revenir sur quelques définitions. Tout d'abord, celle d'un syndrome confusionnel qui avant été désigné sous le terme de confusion. Ça concerne un épisode brutal avec des troubles de la vigilance ou des troubles de l'attention et une fluctuation rapide des symptômes dans le temps. Et c'est ce tableau-là, cette brutalité-là, qui va faire penser à un tableau de syndrome confusionnel. L'important, c'est d'avoir un changement rapide du comportement habituel. Ça peut être soit un tableau d'agitation qui fera plus facilement penser à un syndrome confusionnel, mais ça peut être également un tableau d'apathie qui est nouveau en termes de comportement pour la personne, et là aussi, ça sera important d'y penser. On peut aussi voir une inversion récente du rythme nictéméral. Dans ces cas-là, face à un tableau de ce type, il faut penser à un syndrome confusionnel parce que c'est une urgence médicale qui nécessite un diagnostic étiologique rapide pour pouvoir avoir une prise en charge curative. Alors souvent, l'origine malgré tout est multifactorielle, ce qui impose d'aller rechercher systématiquement tous les facteurs déclenchants et notamment les facteurs déclenchants d'origine médicamenteuse, changement de traitement, nouvelle posologie, automédication, etc.
Ce syndrome confusionnel, il est confronté à un autre trouble qui est les troubles neurocognitifs. Et pour ce tableau-là, on est dans quelque chose qui est plus chronique, qui est progressif, qui évolue lentement et qu'on appelait avant la démence. C'est en fait une atteinte de toutes les fonctions cognitives, de la mémoire, mais aussi du langage, des capacités d'organisation, de jugement, de planification. Et ces troubles neurocognitifs, ils peuvent avoir différentes origines étiologiques. La plus fréquente, c'est la maladie d'Alzheimer, mais ça peut être aussi une atteinte neurovasculaire, la démence, les troubles dans la maladie à corps de Lévy, les syndromes parkinsoniens, etc. On les différencie en deux types selon le type de symptômes. Soit ce sont des troubles neurocognitifs dits légers, avec simplement une réduction significative des fonctions cognitives sans retentissement sur les activités de la vie quotidienne, ou des troubles majeurs avec une telle réduction des fonctions neurocognitives que ça retentit sur la capacité de la personne à effectuer de manière autonome les activités de la vie quotidienne. Et dans le cadre des troubles neurocognitifs majeurs, on peut voir apparaître des symptômes psychologiques et comportementaux, les SPC, qui regroupent un certain nombre de symptômes et qui sont une perturbation de la perception, une perturbation du contenu de la pensée, de l'humeur et du comportement. Et plus les troubles neurocognitifs vont être sévères et vont évoluer, plus ces symptômes psychologiques et comportementaux pourront être importants et sévères. Donc ça regroupe des symptômes comme les hallucinations, les idées délirantes, l'anxiété, tous les symptômes dépressifs, les errances, la désinhibition, tout ce qui est agitation verbale et motrice, comportement agressif, opposition et résistance aux soins. C'est une vraie problématique parce que ça va à la fois avoir un rôle sur la progression de la maladie qui sera plus rapide, que ce soit d'un stade prodromal au stade effectif de troubles neurocognitifs ou d'un stade précoce à un stade sévère. Ce sera également un retentissement sur le risque augmenté d'hospitalisation non programmée et de passage aux urgences. Ça jouera sur une augmentation et une précocité d'entrée en institution, et tout cela augmentera le coût pour le système de santé. Pour conclure, ces symptômes psychologiques et comportementaux sont une source d'incompréhension et de détresse pour la personne elle-même qui est atteinte de troubles neurocognitifs, mais également pour ses proches ou pour tous les intervenants, professionnels ou non professionnels. On va aborder la place des antipsychotiques dans les stratégies de traitement pharmacologique chez la personne âgée. Donc, comme on vous l'expliquait en introduction, dans la pratique ambulatoire ou les institutions, on retrouve l'utilisation très répandue d'antipsychotiques pour traiter en fait les symptômes psychocomportementaux. À ce jour, les antipsychotiques sont effectivement en indication officielle trouvés dans la schizophrénie, les troubles délirants persistants, les maladies bipolaires. On a plutôt des indications entre guillemets off-label sur le syndrome confusionnel et tout ce qui est symptômes psychocomportementaux liés au TMC qu'on vient d'évoquer, à ceci près qu'ils sont contre-indiqués à l'exception de la clozapine sur les TMC à corps de Lévy, et on les retrouve dans des indications inappropriées dans l'insomnie et l'anxiété. Alors, c'est difficile de classer, entre guillemets, les antipsychotiques. Tous les antipsychotiques, en termes de mécanisme d'action, sont des antagonistes des récepteurs dopaminergiques de type 2, à l'exception de l'aripiprazole, qui est un agoniste partiel des deux. La dichotomie habituelle, elle est en fait de différencier des antipsychotiques dits classiques, qu'on va également appeler anciennement neuroleptiques, du fait de leur effet indésirable, des antipsychotiques atypiques, qu'on va nommer désormais les APA ou les antipsychotiques de seconde génération par rapport aux molécules conventionnelles. Dans les antipsychotiques dits classiques, on retrouve 4 molécules entre guillemets de référence, qui sont l'allopéridol, la loxapine, le siamémazine et le thiapride, avec des effets indésirables moteurs extrapyramidaux et anticholinergiques quand même qui sont beaucoup plus marqués.
Et côté en fait antipsychotique de deuxième génération, les molécules phares vont être la risperidone, l'aripiprazole, l'éaquiétapine et l'olanzapine, et petite particularité sur la clozapine. Alors, ceux-là ont plus une action multirécepteur avec des jeux d'agonisme et d'antagonisme sur les récepteurs D2, mais également les récepteurs sérotoninergiques. Et là, on voit des effets indésirables moteurs extrapyramidaux qui peuvent être moins fréquents, voire absents, mais on doit rester vigilant parce que dans tous les cas, on a un risque quand même très important de syndrome métabolique et d'événements cardiovasculaires. Pardon. De même, les antipsychotiques sont associés à divers effets secondaires qui nécessitent un suivi rigoureux, donc des effets indésirables neurologiques, les symptômes extrapyramidaux, dystonie, acathysie, parkinsonisme, et tout ce qui est dyskinésie également tardive, les syndromes malins, bon, un peu moins connus, mais effets indésirables graves, des effets indésirables cardiovasculaires, notamment l'allongement de l'intervalle QT avec des risques de torsade de pointe, qui vont être responsables également de chute à travers l'effet d'hypotension orthostatique, des effets métaboliques, prise de poids, dyslipidémie, démarrage de diabète de type 2, notamment avec l'olanzapine, des effets indésirables peut-être moins connus, mais qui, lorsqu'ils apparaissent, graves, je pense à la granulocytose sous clozapine, qui nécessite de ce fait un suivi biologique très strict, et ils vont entraîner également des effets indésirables de type cognitif ou comportementaux, donc ils sont responsables en fait de confusion, de sédation, et de ce fait également de risques plus accrus de chute chez la personne âgée. Alors, quels sont les principes généraux d'utilisation des antipsychotiques chez les personnes âgées? Donc, quelques éléments de contexte. Les changements pharmacocinétiques et pharmacodynamiques imputables au vieillissement vont contribuer à une augmentation de la sensibilité aux antipsychotiques. La présence de comorbidités, la polymédication sont associés à un risque élevé d'interaction médicamenteuse et d'effets indésirables additifs. Et l'impact cognitif peut avoir aussi, l'état cognitif, pardon, peut avoir un impact sur l'observance du traitement. Donc, comme nous l'avons évoqué précédemment, donc ils vont être prescrits dans des indications qui ne sont pas forcément appropriées et les durées et doses de traitement ne vont pas être respectées. Donc, nous allons retrouver des traitements prolongés et des doses non adaptées. Alors, la prescription d'un antipsychotique, donc, elle doit se faire dans le cadre d'une évaluation individualisée de la balance bénéfice-risque et des possibles bénéfices attendus. Donc, le choix de la molécule, il va dépendre de différents facteurs, du profil d'effets indésirables, des propriétés pharmacologiques, donc suivant qu'on est face à un antipsychotique plutôt sédatif, antiproductif, de la forme galénique, comprimé, solution buvable, libération prolongée, du degré d'urgence, donc avec le pic d'action courte ou plus prolongé, la demi-vie d'élimination, et puis des comorbidités, des coprescriptions et des caractéristiques du patient. Donc par exemple la présence de lésions cérébrovasculaires, les symptômes extrapyramidaux, le QT long préexistant, des paramètres métaboliques tels que la fonction rénale, hépatique et le poids. Donc ça va dépendre également de la réflexion éthique sur la situation clinique en fonction de la sévérité des troubles, de la gravité des pathologies sous-jacentes, des souhaits de la personne ainsi que de ses aidants. Alors, les principes généraux. Donc, en cas de primo-prescription d'un antipsychotique chez la personne âgée, il est recommandé de commencer systématiquement par une dose plus faible que chez l'adulte jeune. Donc, un quart ou à demi-dose. D'introduire la plus petite dose d'une seule molécule à la fois, d'augmenter progressivement la dose associée et de surveiller régulièrement les effets indésirables, particulièrement les symptômes extrapyramidaux, la sédation, l'hypotension orthostatique et les symptômes anticholinergiques. Chez les patients qui sont déjà traités par antipsychotiques, donc il faut s'interroger sur l'origine iatrogène du nouveau symptôme et rechercher un changement récent du traitement. Est-ce qu'il y a eu un arrêt brutal, l'introduction d'une nouvelle molécule, une augmentation des doses, donc tout ça avant de débuter tout nouveau traitement médicamenteux. Donc l'idée là, c'est d'avoir vraiment le réflexe iatrogénique. Et quelques messages généraux, il va falloir favoriser les formes galéniques adaptées, les solutions buvables, ce qui n'est pas toujours facile en EHPAD,
des comprimés oraux dispersibles chez la personne âgée et éviter les injections retard, sauf en cas de nécessité absolue. Donc, on a les nouvelles recommandations qui sont sorties en septembre 2024. C'est vrai que les dernières recommandations dataient de 2009, donc quasiment 15 ans, on va dire. Donc, il y avait besoin de nouvelles recommandations pour la prise en charge de ces symptômes. Donc, c'est un guide très complet qui fait plus de 150 pages, qui a été fait sous l'égide de la Société française de gériatrie de gérontologie, la Fédération des centres mémoire et de la SF3PA, donc la Société francophone de psychogériatrie et psychiatrie de la personne âgée. Donc, différents groupes de travail ont permis d'élaborer finalement ce référentiel. Et en fait, vous allez retrouver un petit peu les principaux symptômes psychocomportementaux, les étiologies, comment on va venir les évaluer. Il y a une grosse partie également sur les interventions non médicamenteuses dont on va rediscuter après. La partie ensuite sur la prise en charge médicamenteuse, et donc on a parlé les 4 antipsychotiques qui vont pouvoir être utilisés hors clozapine pour la maladie à corps de Lévy. Ça va être la risperidone, l'aripiprazole, la quétiapine et l'olanzapine, avec des tableaux très synthétiques par rapport aux posologies, etc. Il y a aussi toute une partie sur la gestion de la crise comportementale, et notamment il y a le protocole midazolam. C'est vrai que le midazolam en phase aiguë, on l'utilisait, mais il nous manquait ce protocole. Donc là, ça a été vraiment bien défini. Et vous avez également toute la prise en charge par type de troubles neurocognitifs, donc les spécificités dans la maladie à corps de Lévy, dans la démence lobaire frontotemporale, etc. Céline, je te laisse. Oui, bonjour à tous. Donc moi, je suis pharmacienne au sein de l'unité mobile de psychiatrie du sujet âgé. Et rapidement, l'unité mobile, elle va faire des évaluations gérontopsychiatriques sur demande médicale dans tout le Calvados. Et on est une équipe pluridisciplinaire avec 2 gérontopsychiatres, des infirmiers, une neuropsychologue, un ergothérapeute et un pharmacien. Et j'ai décidé d'illustrer ce webinaire avec le cas clinique de Madame X qui a 98 ans. Donc, on a une demande du médecin généraliste pour cette patiente, qui est une patiente de 98 ans que le médecin décrit comme relativement autonome au domicile avec des aides. Il a demandé un avis suite à des troubles du comportement avec agressivité, crachat, insultes qui étaient décrits envers les aides à domicile et les IDE. Donc, cette patiente, elle vit à domicile. Son domicile est plutôt adapté. Elle a un lit médicalisé, une boîte à clés, une téléassistance. On voit qu'effectivement, il y a plutôt pas mal d'aides en place. Il y a des IDE qui préparent le pilulier, qui administrent le traitement, ou quand elles peuvent pas, c'est les auxiliaires de vie qui administrent le traitement. Elle a des aides à domicile pour la toilette, l'habillage, le coucher, l'aide au ménage, et elle a aussi un temps de lien social. La difficulté pour cette patiente, c'est qu'elle a toujours eu du mal à accepter les aides, pour 2 éléments. C'est que déjà, c'est une patiente qui avait des habitudes très ancrées. Par exemple, elle a toujours été, chercher l'eau à la rivière pour faire le ménage et la cuisine, et elle a aussi du mal à accepter que c'est son fils qui ne puisse plus l'aider parce que lui aussi, il a désormais des problèmes de santé. Donc Madame X, dans ses antécédents, elle n'a pas d'antécédents psychiatriques. Elle a par contre des troubles cognitifs à un stade modéré. Elle a des antécédents cardiovasculaires, donc une hypertension artérielle, une fibrillation atriale. Elle a une hypothyroïdie, un diabète, une bronchopneumopathie. Sur les 6 derniers mois, on a pu remarquer des chutes à répétition. Elle a aussi eu un épisode de rétention aiguë d'urine, et elle avait eu aussi un choc septique. Au niveau sensoriel, elle a une presbyacousie. Si on s'intéresse maintenant au traitement de Madame X, donc là, ici, on va surtout s'intéresser aux psychotropes, mais elle avait, quand on nous a fait la demande d'avis gérontopsychiatrique, donc de la risperidone à 0,5 mg le matin, qui avait été instaurée pour agitation importante et déambulation. On va le revoir après. Elle a aussi des traitements pour la prise en charge de la douleur, donc du dafalgan et du topalgie. Au niveau après, elle est traitée pour ses antécédents, donc elle a de la metformine et de la sitagliptine pour son diabète. Elle a un traitement pour l'hypertension artérielle.
Elle est anticoagulée pour sa fibrillation atriale. Elle est traitée pour son hypothyroïdie. Elle a un IPP, on n'a pas retrouvé l'indication, mais qui a été revu en gériatrie. Elle a un traitement pour sa bronchite chronique et une supplémentation pour sa carence en vitamine D. Si on prend l'histoire récente de la maladie de Madame X, donc en fait, ça a commencé en 2022 au décès de sa fille, qui lui rendait visite assez régulièrement. Donc, le décès de sa fille a eu un impact sur ses habitudes de vie. Et là, on a vu une diminution des activités. Suite à ça, il y a eu plusieurs passages aux urgences et hospitalisations. Donc, en janvier 2024, elle se fait hospitaliser pour une pneumopathie oxygéno-requérante et une décompensation cardiaque. En mars 2024, il y a de nouveau un passage aux urgences pour vomissement et confusion fébrile. En avril 2024, donc un mois plus tard, elle est hospitalisée, cette fois-ci pour une bactériémie, une pyélonéphrite et une décompensation cardiaque. L'hospitalisation a duré un petit moment et c'est à cette période-là qu'a instauré la risperidone en hospitalisation parce que les équipes soignantes avaient du mal devant l'agitation au niveau des soins et elle déambulait beaucoup dans le service. Donc, elle sort avec ce traitement par risperidone. Ensuite, elle va de nouveau atterrir aux urgences pour chute. Donc, aux urgences, ce qui est fait, c'est qu'ils vont instaurer du tramadol 50 mg 3 fois par jour. Et là, s'ensuit des chutes à répétition. Donc, on peut supposer que ces chutes, elles sont iatrogènes avec l'instauration de ces deux traitements, donc la risperidone qui est à risque de chute et ensuite le tramadol qui aussi est à risque de chute. Et c'est après ça qu'il y a une demande d'avis de l'unité de psychiatrie du sujet âgé. Donc, avec l'unité mobile, il y a eu plusieurs visites à domicile. Donc, la première visite était un binôme infirmier. Ensuite, il y a eu une visite avec un psychiatre et un infirmier. Et ensuite, il y a eu une troisième visite avec un infirmier et un ergothérapeute. Quand on a des situations comme ça, on appelle toujours l'entourage pour essayer de comprendre la situation. Et là, il y a eu un appel au petit-fils qui nous décrit une personne qui a toujours eu un fort caractère et qui a toujours été très exigeante en lien avec ses habitudes de vie. On a aussi appelé le responsable des aides à domicile qui nous dit qu'effectivement, il y a une problématique liée à ses habitudes de vie parce qu'elle impose aux aides à domicile d'aller chercher l'eau à la rivière. Elle veut absolument qu'on la lave à l'eau froide parce que toute sa vie, elle l'a fait comme ça. Mais par contre, les aides à domicile vont nous dire les techniques de diversion fonctionnent, si on change de sujet, etc., on arrive quand même à réaliser les soins. Et par contre, il y a une bonne observance du traitement. On a aussi appelé les infirmiers qui s'occupent de cette patiente et ils nous disent effectivement, elle peut avoir un côté agressif, mais si on ne surenchérit pas, elle va arrêter, enfin, ça va se calmer. Et donc, dans l'histoire de cette maladie, il y a eu un changement d'aide à domicile et les aides à domicile mis en place étaient plus à l'aise avec madame et ça se passait mieux. Donc la conclusion au niveau psychiatrique, c'est qu'il y avait un syndrome dépressif léger qui n'était pas compliqué d'idéation suicidaire et qui avait des manifestations caractérielles sur un tempérament qui est anciennement décrit comme exigeant, indépendant et fort. On peut se dire que cet état peut être réactionnel à une accumulation de facteurs. Donc, on a vu qu'il y a un enchaînement d'événements médicaux, beaucoup d'hospitalisations et de passages aux urgences. Et on a aussi ces chutes à répétition qui sont sûrement iatrogènes avec le risperdal et le tramadol. Et nous, par contre, on remarque plus des troubles neurocognitifs majeurs. Et on a aussi ce problème de presbyacousie. Donc, ce qui a été préconisé, c'était un arrêt du tramadol qui avait été instauré suite à sa chute parce que le fils nous a décrit qu'elle était plus somnolente depuis l'instauration de ce traitement et en plus, il y avait les chutes. Et quand on a arrêté ce traitement, il n'y avait pas de plainte douloureuse du côté de madame. Donc, on a préconisé aussi une surveillance de la douleur et un arrêt du risperdal puisqu'on avait, en plus des chutes, on avait une raideur extra-pyramidale et un ralentissement, une fatigue. Donc là, même si c'était une petite dose qui était adaptée au sujet âgé, on voit que la tolérance n'était pas bonne
Et en plus, on n'avait pas d'efficacité clinique parce que le comportement de madame n'a pas changé après l'instauration de la risperidone, puisque c'était son tempérament antérieur. Et on a préconisé aussi, en fonction de l'évolution au niveau thymique, on pourrait peut-être introduire un traitement antidépresseur par sertraline. Alors, on peut faire un focus sur la risperidone. Alors, la risperidone est la seule molécule qui possède une autorisation de mise sur le marché en France dans l'indication agitation de la démence. Et donc, cela sur une courte durée, donc jusqu'à 6 semaines, de l'agressivité persistante chez les patients qui présentent une démence d'Alzheimer modérée à sévère, qui ne répond pas aux approches non pharmacologiques et lorsqu'il existe un risque de préjudice pour le patient lui-même ou les autres. Néanmoins, il faut faire attention parce que la risperidone, c'est la molécule qui est celle qui a le plus d'effets secondaires de type syndrome extra-pyramidal et aussi un risque parmi les plus élevés d'AVC. Là, ce sont les éléments donc, issus des dernières recommandations. Donc, si on regarde pour la risperidone, on peut voir que la dose initiale, c'est 0,25 mg matin ou soir, avec une augmentation par palier. Donc 0,25 mg à 0,5 mg tous les 5 jours. Concernant le nombre de prises par jour, on est à 1 ou 2 fois par jour. La dose maximale est de 2 mg par jour. Pour évaluer l'efficacité, on considère qu'il faut un temps de 2 à 4 semaines à partir de la dose optimale et la durée de prescription, donc 3 mois à la dose minimale efficace avec un arrêt progressif. Si on regarde les effets indésirables des antipsychotiques par rapport à la personne âgée, donc on peut voir qu'ils sont souvent plus marqués. Par exemple, les effets neurologiques, donc les personnes âgées sont plus sensibles aux effets indésirables extra-pyramidaux, donc l'acathysie ou le parkinsonisme. Les hypotensions orthostatiques sont aussi plus marquées chez les personnes âgées. On a aussi beaucoup plus d'effets anticholinergiques. Donc là, on va avoir une vigilance avec la clozapine et l'olanzapine notamment. La sédation qui va être bien plus marquée chez la personne âgée. Donc on va éviter les antipsychotiques à profil sédatif, donc la chlorpromazine, la clozapine, l'olanzapine, la quétiapine. Et les effets cognitifs sont aussi plus importants chez la personne âgée. Toutes les recommandations internationales ou nationales vont préconiser l'approche non pharmacologique en premier, et notamment ce qu'on va appeler les INM, les interventions non médicamenteuses. Le traitement médicamenteux, il n'inviendra qu'en seconde ligne, parce que finalement, il y a une efficacité qui va être assez faible, un niveau de preuve qui va être limité, et puis quand même des problèmes de tolérance, notamment chez nos patients âgés fragiles. Donc les INM, traitement de première intention. On va essayer dans un premier temps de corriger les causes responsables du comportement. Donc on sait qu'au niveau des symptômes psychologiques et comportementaux, il y a des facteurs qui vont les favoriser. Certains, on ne va pas pouvoir jouer dessus, par exemple comme l'âge ou comme le type de trouble neurocognitif. Mais il y a des choses finalement qui vont aussi entraîner ces symptômes, comme le changement d'environnement chez le patient, comme certains moments de la journée. Par exemple, en fin de journée, on a des patients qui vont plus présenter ces symptômes, ou comme les caractéristiques des aidants, et on le verra parmi les interventions non médicamenteuses, il va être très important de former, sensibiliser les aidants. Et donc il va falloir être vigilant parce que certains symptômes vont être réfractaires à la médication. On pense notamment aux patients qui vont avoir des cris de type vocalisation stéréotypée, où là, les antipsychotiques ne vont pas du tout être efficaces. Donc, on réserve l'approche pharmacologique aux symptômes qui vont être modérés à sévères, qui vont compromettre la qualité de vie du patient ou qui vont menacer la sécurité du patient ou de son entourage.
Donc, au niveau de ces INN, donc la HAS va les définir donc, comme des interventions sur la qualité de vie, sur le langage, sur la cognition, avec par exemple la stimulation cognitive, sur la stimulation sensorielle, sur l'activité motrice ou sur les activités occupationnelles. Selon la Non-Pharmacological Intervention Society, une INM est une méthode de santé référencée, efficace, non invasive, personnalisée et encadrée par un professionnel qualifié. Donc là, il y a vraiment plusieurs notions importantes dans cette définition. Il y a déjà personnalisé. Effectivement, les interventions, elles vont devoir être adaptées en fonction du patient, en fonction de son histoire de vie, de ses préférences. Il y a des choses qui vont fonctionner chez des patients et chez d'autres patients, ça ne fonctionnera pas. Autre notion importante, c'est que ça va devoir être encadré par un professionnel qualifié. Et donc, on a vraiment ce besoin de formation des professionnels ou des aidants qui peuvent participer également à ces interventions. On va avoir des interventions thérapeutiques, ludiques, des interventions qui vont être centrées sur la communication, sur l'organisation des soins, par exemple. Et notamment, on va pouvoir citer la musicothérapie, l'activité physique adaptée, les interventions de sensibilisation, de formation ou d'éducation. Et donc déjà, ces trois premières, ça va être elles qui vont avoir les niveaux de preuve les plus importants. Et au niveau des interventions de sensibilisation, de formation, d'éducation, donc c'est à la fois pour les aidants et pour les soignants. Et ça va être d'apprendre finalement quelle est la bonne attitude en termes de communication, de soins, comprendre également les troubles neurocognitifs et puis les symptômes associés, avoir des techniques de résolution de problèmes, etc. On peut retrouver parmi ces INM également l'utilisation d'outils numériques à des fins thérapeutiques et des thérapies alternatives ou complémentaires, comme par exemple l'acupuncture, l'acupression. Au niveau des recommandations, pour chaque intervention, il y a des tableaux qui sont bien faits et qui vont nous orienter vers quel type de symptômes, sur quel type de symptômes ça peut fonctionner, à quel stade de la pathologie, parce qu'on sait que sur des stades sévères, il y a des choses qu'on n'arrivera pas à mettre en place, le patient n'y sera pas sensible. Ils vont également préconiser un nombre de séances par semaine, une durée à peu près de la séance, et puis quelques conseils, quels intervenants doivent intervenir. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose qui doit être personnalisé à chaque patient. Donc, si on reprend le cas de Madame X, il y a eu des préconisations non médicamenteuses qui ont été faites, comme on retire le traitement antipsychotique, il faut aussi donner des solutions à l'entourage. Et parmi ces solutions, il y avait d'adapter l'environnement comme une des sources de conflit les plus importantes, c'était l'histoire de l'eau à la rivière. On a proposé d'installer un récupérateur d'eau à l'extérieur pour que les aides à domicile puissent s'en servir et que ça diminue les sources de conflit. Pour le risque de chute, installer une barre latérale au niveau du lit. Au niveau de la douleur, évaluer régulièrement la douleur qui peut aussi impacter sur le comportement. Au niveau des stimulations, c'était plutôt d'adapter les activités aux difficultés de cette patiente, parce que c'est une patiente qui aimait bien jouer au domino, mais c'est vrai qu'elle commençait à avoir des troubles visuels, donc essayer d'adapter les jeux. Au niveau de l'accompagnement, comme elle a des troubles neurocognitifs, essayer de ritualiser le quotidien, donc essayer d'avoir des horaires de passage fixes. Effectuer une lecture du calendrier quotidienne pour se repérer dans le temps. Essayer d'installer une horloge numérique qui permet à la patiente de voir l'heure plus facilement. On avait proposé aussi de majorer les aides en mettant en place des visites de courtoisie. Et au niveau des suivis médicaux, on a proposé un suivi ophtalmologique et un suivi ORL. À la fin de nos 3 visites, il y avait une stabilisation sur le plan psychocomportemental et thymique de cette patiente. Donc, pour le moment, il n'y avait pas eu d'instauration d'antidépresseurs et ça pourra être évalué à la suite en fonction de la thymique. Donc, à propos des recommandations sur les antipsychotiques, ce qui est préconisé, c'est qu'on peut instaurer un antipsychotique quand le comportement du malade met en danger sa sécurité. Donc là, ce n'était pas le cas, mais ça pouvait mettre en danger la sécurité de l'entourage puisqu'elle était agressive.
Mais ce qui précise, c'est que le comportement n'a pas pu être modifié autrement qu'avec un traitement. Et là, on a pu voir que dans ce cas-là, déjà, le traitement n'était pas efficace et que le comportement a pu être modifié par des interventions non médicamenteuses. Donc, en première intention, pour conclure, il faut utiliser les interventions non médicamenteuses qui sont appropriées aux syndromes psychocomportementaux. Il faut éviter d'instaurer un traitement psychotrope si les symptômes ils sont d'origine somatique ou iatrogène, donc c'est toujours à évaluer en premier lieu. Il ne faut pas prescrire de psychotropes en première intention et sans évaluation préalable s'il y a de l'opposition, des cris et des déambulations. Et il faut réserver les antipsychotiques lorsque les interventions non médicamenteuses sont d'efficacité insuffisante. Alors, avant de conclure ce webinaire, on va aborder la partie questions-réponses. Et afin de mettre également un petit peu d'animation, si je puis dire, on va vous charger en fait de petits questionnaires sur le côté. Donc, on voulait déjà savoir si parmi vous connectés ce jour, vous aviez la connaissance de l'apparition de ces nouvelles recommandations. Donc, vous voyez apparaître normalement dans la conversation, ou pour ceux qui sont directement connectés en Teams, un petit sondage Pulse qu'on vous demande de remplir oui ou non, tout simplement. Est-ce que vous aviez cette connaissance? Comme ça va nous permettre de regarder un petit peu les questions-réponses. Alors, en question à distance, y a-t-il un âge où on déconseille la prescription des antipsychotiques ou doit-on gérer selon l'évaluation globale et la tolérance du patient? Il n'y a pas d'âge pour les antipsychotiques, c'est juste qu'il faut effectivement surveiller la tolérance et c'est en fonction de chaque patient, à réévaluer en fonction de la balance bénéfice-risque. Une question sur les diaporamas qui seront fournis, transmis? Oui, 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 oui. Il y a une autre question qui est arrivée. Je ne sais pas, Cynthia, si tu préférais faire l'autre sondage avant, Oui, puisque ça je vais concerne un l'envoyer. antipsychotique. Donc peut-être qu'on pourra y répondre après. Je la garde Oui. de côté. Alors déjà, pour la connaissance des recommandations, vous êtes 64% à nous dire que vous n'aviez pas cette connaissance. Donc, on est fort heureux de pouvoir vous en avoir apporté en fait, les infos. À travers le diaporama, on vous a mis des liens rapides pour pouvoir les récupérer et on enverra effectivement à tous les inscrits le support avec les liens hypertextes pour pouvoir charger. Et le second webinaire qui est prévu le 24 avril fera vraiment état également, refera des points sur les interventions non médicamenteuses et sur un certain nombre de recours positionnés dans le guide. Sur l'autre petite question, on va savoir si parmi vous également connectés, quel type d'intervention non médicamenteuse préconisez, vous citez, vous utilisez dans votre quotidien? Donc là, pour beaucoup d'entre vous, c'est la musicothérapie qui ressort. Alors, je vais laisser encore un petit peu. Ouais, musicothérapie, sophrologie, acupuncture, la médiation animale, de l'art-thérapie, de l'hypnose, de l'écoute, relaxation aquatique, activité physique, des actions de diversion, de la communication positive, de la cuisine, des ateliers, des jeux, des ateliers d'activité physique, des massages, de la relaxation. Merci pour vos réponses. Et donc, Mickaël, tu étais sur quelle question? Je n'ai pas entendu.
C'était Alors, il y a Lucille une- qui avait une question. Voilà, j'allais dire, il y a une question par rapport aux spécificités, notamment que préconisez-vous chez une patiente pour laquelle la clozapine est, alors là, vous m'excuserez, je ne sais pas si ce n'est pas Contre-indiqué. complet, contre-indiqué. Voilà, Dans le langage pharmacien cadre, que je n'avais pas. dans le cadre d'une neutropénie, chez qui une maladie à corps de Lévy a été découverte. Dans ce contexte-là, on peut proposer la kétiapine. Alors, l'autre partie de la question, c'était « et au vu de la rupture en kétiapine ». Il n'y a pas trop d'autres solutions. Il y a des pharmacies d'officine qui font des préparations, mais c'est vrai que si la clozapine est contre-indiquée et qu'on n'arrive pas à avoir la kétiapine, il n'y a pas d'autre, enfin, il n'y a pas vraiment d'autre after. Enfin, c'est plus compliqué. Mais les pharmacies d'officine arrivent quand même à faire des préparations. Au niveau des recommandations, il y a la pimavansérin qui est mise en avant, mais c'est un médicament qui est en accès dérogatoire. Et personnellement, moi, j'ai jamais vu de patient sous ce traitement-là. J'ai pas de retour à vous faire. Mais ça existe. Alors, on a une autre question. Quelqu'un qui nous dit « Traitement médicamenteux et INM des stéréotypies verbales et de la déambulation ?» Point d'interrogation. Alors, n'hésitez pas à lever la main voilà, si vous voulez exprimer votre question oralement, on vous ouvrira le micro. Parce que là, je vous avoue que je suis... Alors, on a une autre question un petit peu plus précise peut-être. Chez un parkinsonien, quel est le neuroleptique le plus adapté? La clozapine? Point d'interrogation. Oui, c'est la clozapine, le traitement recommandé en cas de maladie de Parkinson. Le thiapridal reste plus prescrit que l'olanzapine dans les troubles du comportement, l'agressivité. Qu'en pensez-vous? Nous, on ne voit pas très souvent de prescrit le thiapridal et il fait plus partie des recos, donc c'est mieux de prescrire les 4 qui font partie des recommandations. Et alors, par rapport à cette molécule, en plus, on avait une question complémentaire. Quelqu'un qui nous dit que le thiapridal est prescrit au long cours dans le cadre de troubles du comportement. Et qu'en penser? Donc, je pense que Céline, tu as en partie répondu, mais si tu veux compléter sur la partie prescription au long cours. Ce qui est préconisé, c'est 30 jours maximum normalement de prescription. Donc, normalement, c'est vraiment pas indiqué au long cours dans ce cadre-là. On a aussi quelqu'un, alors c'est pas une question, mais plutôt un commentaire qui, je pense, va parler à beaucoup de gens. Parfois, on a recours au traitement médicamenteux à cause du manque de personnel dans les EHPAD. Parce que c'est vrai qu'on a parlé des INM, mais peut-être un petit mot sur, en effet, la difficulté parfois à les mettre en place. Effectivement, comme on disait, ça nécessite du temps, ça nécessite des professionnels qui vont être formés. Et c'est vrai que cette question-là, elle se pose pas uniquement pour les antipsychotiques, mais pour tous les psychotropes, finalement. On voit également beaucoup de benzodiazépines ou d'hypnotiques qui vont pas être adaptés à cause de ça. Donc, il y a des programmes qui, effectivement, se développent pour former des professionnels, mais ça demande des ressources. Et c'est vrai que c'est une vraie problématique actuellement. Malgré tout, il y a beaucoup d'INM aujourd'hui qui sont à disposition et qui ne demandent pas toujours un savoir-faire spécifique. C'est-à-dire qu'il faut surtout qu'au sein des EHPAD, les professionnels, les équipes se forment à différents INM plutôt que de se sentir limités parce qu'ils n'ont pas de professionnels type ergothérapeute ou psychomotricien accessibles dans leur structure. Parce que les INM, c'est assez large. Et donc, il faut plutôt s'informer, se former et voir ce qui peut être mis à disposition et utilisable à l'occasion, par exemple, d'ateliers, etc., qui nécessitent moins d'avoir un professionnel pour un résident.
Et aussi, parfois, on voit beaucoup dans les EHPAD des soignants qui sont en difficulté, mais souvent, avec 1 ou 2 soignants, ça va mieux passer qu'avec d'autres et pas hésiter à communiquer entre les différents soignants pour savoir quelle approche fonctionne et quelles approches sont à éviter, chez, des personnes en particulier. Des fois, ça peut aider, aussi. Alors, on a quelques autres questions qui arrivaient sur l'espace questions-réponses. Un patient probablement démence à corps de Lévy ne tolère pas le Seresta. Y a-t-il un autre benzodiazépine à conseiller, plus toléré, entre parenthèses? Il y a l'alprazolam qui peut être essayé. Souvent, peut être mieux toléré, donne moins une impression de sédation que l'oxazépam. Alors, autre question, quel traitement convient le mieux pour les hallucinations en cas de troubles neurocognitifs? Le premier objectif, c'est se demander si les hallucinations, elles sont bien ou mal tolérées. Parce que la finalité, c'est pas de les faire à tout prix disparaître, mais de voir si la personne les accepte, les tolère, les critique. Si elles sont source d'une anxiété importante, on peut débuter par un anxiolytique pour essayer de diminuer l'anxiété, parce qu'on sait que derrière, si on part sur des antipsychotiques, le principal risque, c'est d'avoir un effet, qui sera, sédatif ou des effets indésirables importants. Donc la la réflexion à avoir, c'est: a-t-on un intérêt à diminuer ou faire disparaître les hallucinations? Ou est-ce qu'on peut les tolérer parce que la personne vit avec, les accepte et qu'elles ne sont pas source d'anxiété? Alors, autre question, la longue demi-vie de l'Abilify n'est-elle pas un problème chez le sujet âgé, notamment concernant le risque d'acathysie? Est-ce que vous m'avez entendu? On t'a entendu, t'as posé une colle. Oui, la qualité, elle est pas en lien avec la demi-vie forcément, de la molécule. Après, c'est sûr que c'est une demi-vie longue, donc il y a plus de risques d'accumulation. Nous, au sein de l'unité mobile, c'est pas la molécule qu'on utilisait en priorité, mais comme c'est dans les recommandations, maintenant on l'instaure, de plus en plus et il faut surveiller la tolérance au long cours. C'est Mais, plus une problématique de dose et de durée d'utilisation que réellement de demi-vie. Et c'est vrai que concernant les 4 antipsychotiques qu'on a au niveau des recommandations, l'aripiprazole, c'est celui qui va avoir la demi-vie, la plus longue, ce qui est à peu près une 70aine d'heures, je crois. Mais, un profil de tolérance qui peut être parfois, chez certains patients, meilleur que les autres. Donc au final, parmi les 4, enfin, s'il y en a pas vraiment un meilleur que l'autre, c'est vraiment adapté en fonction de chaque patient, des comorbidités et cetera. Est-ce que vous pouvez recommander des formations de qualité aux INM? Donc ça, on pourrait éventuellement les fournir, à l'issue de ce webinaire. Au niveau du CR3PA, on a un guide des formations. Il y a quelques formations qu'on a recensées dispo sur l'interrégion, sur les INM. Mais petit rappel qui me semble intéressant à faire et qui est fait dans les recommandations qui ont été proposées cette année par les sociétés savantes. L'intervention non médicamenteuse la plus efficace, ça reste la formation des professionnels aux troubles du comportement globalement. Donc sans avoir besoin de matériel, etc., de comprendre et de reconnaître, savoir évaluer et de différencier les différents troubles du comportement. C'est déjà un premier pas, très important. Mais on peut vous transmettre ces éléments sur le site du CR3PA. Merci. Alors, quel traitement préconisez-vous chez un patient qui présente des stéréotypies verbales, sachant qu'il est non amélioré sous Risperdal? C'est ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, au niveau médicamenteux, il y a rien qui a fait ses preuves sur ces vocalisations un peu stéréotypées et ça, c'est vraiment bien décrit dans les recommandations. Souvent, malheureusement, sur des cas qui nécessitent on n'a pas une recette miracle, c'est-à-dire qu'il faut, tester la tolérance et l'efficacité individuellement, ne pas hésiter à passer à une autre molécule, si la première ne semble pas efficace,
coupler ça le plus possible avec des mesures de relaxation et des interventions non médicamenteuses, mais c'est un tâtonnement individuel jusqu'à trouver ce qui sera le plus efficace. On n'a pas une solution ou un traitement qui sera efficace dans tous les cas de figure pour ces symptômes. Que pensez-vous de l'utilisation de la myocérine dans les hallucinations? On n'utilise pas la myocérine dans les hallucinations. Non, nous non plus. Comment déprescrire un antipsychotique? On essaie toujours de déprescrire de manière progressive. C'est l'objet du prochain webinaire. Oui, tout à fait. Merci, Monsieur Bloch. On va garder un petit peu de suspense. Voilà. Épisode 2. On avait une question. Existe-t-il une fiche de suivi suite à l'administration d'un antipsychotique? Alors, peut-être parmi les outils des Omédites, auriez-vous ça? Alors pareil, à travers, je pense, le second webinaire, on vous présentera un cas d'Amiens qui montrera un peu le travail qui a été effectué en CPTS sur notamment la cellule de suivi. Je pense qu'on pourra le réaborder là. Qu'est-ce que vous en pensez, professeur Bloch et docteur Mondé? Oui. Alors, on a également demandé dans la conversation, alors je ne les ai pas tous, je suis désolée, mais j'ai cru voir passer également une demande par rapport au webinaire précédent sur les antidépresseurs. Alors, ils sont sur les sites respectifs là, de nos 3 structures. Pour autant, ce qu'on vous proposera, c'est dans le mail qu'on va vous envoyer à la fois pour le support, on vous fera les liens pour que vous puissiez récupérer tout ça. Et je vais vous partager, ça passe à l'écran. Donc là, effectivement, on va vous donner un rendez-vous pour le prochain webinaire. Donc, pareil, on adaptera à peu près le même type de fonctionnement, c'est-à-dire une introduction avec un certain nombre d'informations. Alors là, beaucoup plus axé peut-être sur les interventions non médicamenteuses. Et pareil, un cas cette fois-ci présenté par l'équipe d'Amiens. Donc là, vous avez, à travers le Data Matrix, on vous a mis le lien rapide pour pouvoir vous inscrire au second webinaire, mais on vous enverra par rapport aux différents messages. Alors, mis à part, je vois quand même quelques utilisateurs inconnus. Normalement, on a récupéré l'ensemble de vos mails à travers les liens d'inscription. Donc, si jamais, effectivement, vous ne receviez pas ce message, n'hésitez pas à nous contacter à travers nos LinkedIn, soit directement nos sites respectifs, que ce soit le CR3PA avec Lucille et Mickaël, Alban pour le Midi de Normandie ou moi et Mathieu pour la partie Omédit de France. On vous retransférera toute information utile. De la même, si vous aviez un cas particulier à nous évoquer en termes de questions qui pourraient faire l'objet un 4e, voire un 5e webinaire, parce qu'on a déjà un 3e sur le feu. On le prendra bien évidemment en compte. Peut-être préciser qu'on refera le tour aussi des questions auxquelles on n'aurait pas répondu lors de ce webinaire et que ce sera l'occasion lors du prochain webinaire de commencer pour nous avec une foire aux questions déjà un petit peu fournie. Et je vois qu'il y a de nouveau une question sur le replay du webinaire. Ils seront disponibles, les replays, sur nos sites internet respectifs. Et d'ailleurs, on repartagera aussi le lien pour vous inscrire sur les sites internet. Donc normalement, vous devriez trouver l'information et sinon, vous avez nos coordonnées, que ce soit CR3PA ou Omédit, pour récupérer ces infos-là si vous ne les trouvez pas tout seul. Cynthia, du coup, tu partages le petit questionnaire de satisfaction. Je l'ai aussi.
Tu peux le partager, je ne l'ai pas sous le coude. Excuse-moi, j'ai beaucoup de choses ouvertes. Je Euh, le merci. partage. Alors, Alban vous l'a mis dans la conversation. Un grand merci à vous. Si vous pouviez prendre vraiment, c'est 1 ou 2 minutes sur le point de satisfaction par rapport à l'organisation de cette thématique en webinaire partagé entre nos 2 régions. Et bien évidemment, on vous la mettra également, pas de chance pour vous, en mail associé pour pouvoir récupérer ces informations dans la liste des prochains webinaires qu'on organisera. On remercie déjà, un grand merci à nos intervenants pour le temps partagé autour de ce premier webinaire sur cette thématique. Merci également à vous de vous être connectés aussi nombreux. On savait que le sujet était d'importance et on a vu du nombre d'inscrits, on s'en est encore plus rendu compte. Un grand merci à tous et on espère vous retrouver nombreux pour le prochain webinaire qui aura lieu donc jeudi 24 avril aux mêmes horaires. Bonne journée à tous. Merci, bonne journée.